Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explos Stage d'un jour. On est très content à Jeunes Explos de vous offrir une opportunité d'exploration à vous les jeunes à la maison pour vous permettre de vous éclairer, de cheminer par rapport à votre processus de choix scolaire et professionnel qui n'est pas toujours question évidente, on le sait. Donc, je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera l'animatrice pour cette entrevue bien spéciale avec vous. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, sans plus perdre de temps, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, notre tout premier mentor pour la semaine thématique du génie. Il s'agit de Monsieur Simon Brockbank, qui est ingénieur en informatique. Bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. On est très content de vous avoir. On a entendu parler du monde de l'informatique. On a eu des programmeurs, des analystes en informatique, mais là, un ingénieur en informatique, c'est tout nouveau. Donc, on a hâte d'en savoir plus sur votre quotidien. Ah, ça me fait plaisir d'être là. Avant de commencer l'entrevue, pouvez-vous nous dire brièvement pourquoi est-ce que vous avez accepté justement l'invitation pour partager votre passion par rapport à votre belle profession? Ah, ben, tout d'abord, ça me fait plaisir d'être là. Et puis, je remarque que, en fait, ça fait plusieurs années que je suis impliqué au niveau de l'Ordre des ingénieurs. Et puis, démystifier la profession, savoir qu'est-ce que font concrètement les ingénieurs, c'est pas nécessairement facile. Puis, de nos jours, il y a de plus en plus de carrières disponibles, de choix possibles. Puis, au secondaire, c'est assez difficile d'avoir une idée de tout ça et de savoir comment, dans le fond, choisir le travail qu'on va faire une grande partie de notre vie. Donc, ça me fait plaisir de partager cette information-là ou d'aider, si je peux aider quelqu'un à faire un choix, ça me fera plaisir, ça me fera plaisir. Je suis certaine que ça va pouvoir aider là, beaucoup de jeunes à la maison parce qu'effectivement, là, choisir son parcours scolaire et professionnel, c'est pas toujours évident là, avec toutes les opportunités qu'offre le marché du travail. Donc, on sait présentement que vous travaillez chez Intégration Santé. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus concrètement là, ce que vous faites là-bas, puis c'est quoi l'entreprise en tant que telle? Oui, certainement. Intégration Santé, c'est un fournisseur dans le domaine hospitalier. On fournit des solutions informatiques aux hôpitaux, mais aussi aux cliniques, puis dans le fond, toutes les institutions dans le domaine de la santé. Comme le nom le suggère, on fait de l'intégration en santé. Ce que ça veut dire réellement, c'est qu'on transfère les données entre les systèmes en temps réel. De façon plus précise, c'est que quand vous arrivez à l'urgence, par exemple, ben, on avise immédiatement le laboratoire, l'imagerie, dans le fond, radiologie, etc., ou puis les systèmes de nutrition, de pharmacie, etc., avec vos informations. Fait que quand vous arrivez, mettons que vous avez besoin de radiologie, ben, ils vous redemandent pas vos informations, ils les ont déjà dans leur système. C'est des systèmes super critiques, puis c'est partout dans l'hôpital. Donc, on fait ça dans tous les établissements du Québec actuellement. Ça doit être assez complexe, là, justement, la gestion de tout ça. Puis d'autant plus pour l'aspect confidentialité, c'est quand même des données très, très confidentielles que vous devez gérer. Là, donc, ça doit pas être... Effectivement, beaucoup de données, beaucoup de sécurité, puis on s'entend que les environnements informatiques des hôpitaux sont complexes, sont divisés. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de besoins particuliers. C'est un environnement assez dynamique. Et ça, je pense que ça fait partie intégrante de votre travail, le fait que c'est en constante amélioration puis en constante évolution, là, le domaine de l'informatique puis le marché du travail en tant que tel aussi. Là. Oui, effectivement, je ne suis pas si vieux et malheureusement, les technologies dans lesquelles j'ai étudié sont pratiquement révolues. Juste les langages avec lesquels on développe aujourd'hui n'existaient pas quand j'étais au bac. Puis aujourd'hui, à peu près tout est fait avec ça. Donc, effectivement, ça évolue très, très vite. Mais ce qui est intéressant en génie, c'est que quand tu fais tes études, tu apprends à te former sur des nouvelles technologies et non la technologie comme qui est à la mode à ce moment-là. Et si on y va dans le pratico-pratique, à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions? OK. Dans le fond, moi, je suis actuellement directeur adjoint intégration chez Intégration Santé. Donc, si vous voulez, je supervise l'ensemble des projets d'intégration et le support, dans le fond, du réseau. Faut comprendre que c'est des systèmes en temps réel toute la journée. Puis que, tu sais, le matin de Noël, il y a quand même des gens dans l'hôpital. Donc,
J'ai déjà pris des appels de garde, disons, au jour de l'an, etc. Donc, c'est vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si j'en reviens à une journée typique, le matin, je vais rencontrer mes différentes équipes dans ce qu'on appelle un Scrum, qui est une courte rencontre de 15 minutes sur les projets en cours. Après ça, une bonne partie de la journée, je vais coordonner puis planifier les projets avec mes équipes, mais aussi les fournisseurs, dans le fond, dans le domaine de la santé. Faut comprendre qu'en étant en intégration, moi, je parle aux hôpitaux, je parle aux autres compagnies de logiciels pour travailler, pour leur envoyer les données, puis je parle avec mes équipes. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de coordination. Je fais aussi l'analyse des projets à venir, que ce soit au niveau financier ou technique, comme combien on le vend, est-ce que c'est possible de le faire, etc. Puis après ça, il faut gérer le risque, il faut, dans le fond, déterminer c'est quoi, quand est-ce qu'on peut le faire, etc. Puis, la plupart du temps aussi, je vais parler avec la haute direction de l'entreprise pour coordonner tout ça. Donc, comme vous voyez, je fais vraiment beaucoup de choses. Vous remarquerez qu'une des choses que je fais peu, c'est développer. Et c'est, dans le fond, peut-être une des choses qui est... il y a vraiment beaucoup, beaucoup de parcours possibles ou quand je pourrais dire, quand on devient ingénieur informatique, on a plein de carrières possibles devant nous. Puis on pourra peut-être en discuter un peu plus tard, voir qu'est-ce qui est possible. Vous dites que vous faites beaucoup de coordination avec votre équipe de travail. Justement, dans votre équipe, vos collègues, est-ce qu'ils ont une formation aussi en ingénierie informatique ou c'est quel genre de parcours que vos collègues ont au sein de l'équipe? C'est multidisciplinaire. J'ai des gens qui ont des techniques informatiques, j'ai des gens qui ont des bacs en informatique. J'ai déjà eu des gens de d'autres génies. Ça, c'est dans la compagnie, mais dans les autres, j'ai des archivistes médicaux, j'ai des médecins, j'ai vraiment tout ce que vous pouvez imaginer qui peut travailler dans comme profil qui peut travailler dans un hôpital, j'ai probablement déjà travaillé avec une de ces personnes. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire. Il y a quelque chose qui me vient en tête tout de suite, c'est qu'on a toujours, en fait, la vision ou que les gens qui travaillent en informatique, c'est plus du travail individuel de bureau où est-ce qu'on est devant notre ordinateur. Mais là, selon ce que vous me dites, votre réalité, c'est plus un travail d'équipe là, où est-ce que vous êtes souvent en communication avec plein d'autres professionnels. Donc, c'est un peu des deux, je vous dirais. Le travail, le réel travail, mettons, la programmation qu'on fait, ça, c'est individuel. Tu es devant ton ordinateur puis tu programmes. Mais de nos jours, les logiciels sont tellement complexes et énormes. Là, je pense à, exemple, Facebook. Je sais pas si vous savez le nombre d'employés qu'il y a chez Facebook, mais c'est clairement pas une personne. Puis, il y a, pour être capable de répondre, disons, en santé, c'est très, très normé. Comme tu peux pas dire, demain matin, je crée un logiciel puis je l'installe dans un hôpital. Là, il y a beaucoup de validations puis de certifications qu'il faut obtenir. Mais les équipes pour faire ça sont énormes. Puis, ça prend il y a des gens qui sont médecins qui vont devoir aider à choisir comment faire certaines choses. Tu as des gens qui sont spécialisés dans la programmation. Tu as des gens qui vont être plutôt dans la gestion de projet. Donc, c'est vraiment des grosses équipes. Donc, oui, ce que tu fais comme programmation, c'est vraiment toi seul, sauf que ça s'inscrit dans un énorme logiciel où est-ce que beaucoup de gens qui travaillent. Puis justement, la coordination de ça, c'est un des enjeux. Et puis, on a parlé tout à l'heure brièvement là, de l'aspect programmation du travail d'ingénieur en informatique. Est-ce que normalement, là, pour vos collègues, ce que vous constatez dans le milieu, est-ce que c'est quand même un gros pourcentage là, de la pratique qui est la programmation ou pas tellement? C'est vraiment, ça dépend du choix de carrière. Je dirais peut-être 50% peut-être. Donc, pour les jeunes à l'écoute, il faut quand même avoir un certain intérêt, là, justement, pour la programmation là, à ce moment-là. Ben, si on parle maintenant des logiciels puis du matériel que vous pouvez utiliser pour faciliter votre travail, je sais que c'est des données extrêmement confidentielles dont on n'offrira pas le partage d'écran aujourd'hui, mais si vous pouvez nous en parler un peu, ça serait fort intéressant. OK. Ben, dans les différents profils, moi, j'ai plus un profil de gestionnaire ou ce qu'on appelle parfois un architecte de solutions. Donc, j'utilise des logiciels qui vont m'aider à faire ce travail-là. Donc, j'utilise entre autres Jira. C'est un logiciel de gestion de projet informatique parce que je crée des tâches finalement, puis je documente qu'est-ce qui doit être développé. Puis les gens qui développent prennent ces tâches-là, puis quand ils ont terminé ou qu'ils ont des questions, etc., peuvent communiquer avec ça. Qui dit gestion de projet dit malheureusement courriel. Donc, j'utilise Outlook et la suite Office énormément.
Il y a des logiciels de gestion de projet qu'on peut utiliser comme, pas moi personnellement, mais comme Microsoft Project Manager, c'est un des exemples. Il m'arrive à l'occasion de faire du développement, donc on utilise des environnements de développement comme Eclipse ou IntelliJ. Également, nous, on développe sur l'engin MERT, on appelle. C'est une plateforme qui permet de créer les liens entre les systèmes. Donc, non seulement on développe dans un environnement, mais on a une couche de plus sur laquelle on développe en clientèle. Comme un framework, je pourrais appeler en quelque sorte. C'est qu'en français, c'est comme un environnement préétabli qui fait que quand tu développes un nouveau lien entre des systèmes, tu n'as pas besoin de réinventer la roue au complet. Tu as déjà une grosse boîte à outils dont tu te sers pour résoudre le problème. Donc, somme toute, il y a quand même beaucoup de logiciels et de matériel disponibles pour faciliter votre travail. Et ces logiciels-là, c'est pas utilisé par tous les ingénieurs en informatique. Ça va dépendre du volet dans lequel on travaille, puis de l'organisation en tant que telle. J'enchaînerai ici avec une question de Marc-Antoine qui se demande quel est le plus grand défi de la profession d'ingénieur. Je pense qu'il aborde au sens large là, pour le domaine de l'ingénierie, mais vous pouvez aussi aborder la question plus par rapport à l'ingénierie informatique. Je dirais dans le fond, quand tu es ingénieur, d'habitude, tu vas résoudre des problèmes ou tu vas concevoir un produit ou un objet qui résout un problème. Mais de nos jours, je dirais que le plus grand défi, c'est la multidisciplinarité, dans le fond, des projets. Maintenant, même si ton produit, c'est un crayon, c'est vraiment immense toutes les considérations que tu dois avoir, ne serait-ce que, puis pour en nommer quelques-unes, développement durable, environnement, les ressources que tu as pour le faire, développer un crayon, par exemple, si tu veux faire un crayon performant, est-ce que tu sais à quel prix tu peux le faire raisonnablement? Si tu veux utiliser du titane, ça se peut que ce soit pas avantageux. Faut que tu trouves d'autres matériaux qui vont avoir certaines propriétés pour régler ça. Si je reviens plus à l'informatique, il faut que tu aies une solution qui résout le problème de façon raisonnable aujourd'hui et dans un avenir à moyen long terme, que tu puisses maintenir cette solution-là, que dans le fond, tu sois capable de t'assurer qu'elle continue de fonctionner. Il faut que cette solution-là, elle soit financièrement viable. Il faut que les gens puissent l'acheter ou qu'ils veulent l'acheter. Puis, il faut que toi, tu puisses la maintenir dans un coût raisonnable. Puis, à travers ça, tu as la gestion de risque. Comme par exemple, dans le domaine médical, il faut absolument que mes solutions aient un certain niveau de sécurité. Je pourrais pas, par exemple, ouvrir un site web. Ma solution pourrait pas être un site web avec les informations de patients en clair. Il faut que je respecte certaines normes. Donc, c'est vraiment développer des solutions à travers l'environnement existant en respect dans le fond, des préoccupations de chacun. C'est clair que les enjeux d'il y a 20 ans sont différents des enjeux actuels. Juste le fait qu'il faut penser à l'environnement, et ça, c'est un nouvel enjeu là, qu'on porte à l'ère moderne, alors que dans le temps, bien, c'était peut-être plus ou moins un facteur important. Là, il faut vraiment y penser. Là. Puis ça autre chose, j'oublie la portée éthique. Ça, c'est quelque chose qui est important en ingénierie. La portée éthique de ce que tu développes, c'est quand même assez important. Comme utiliser par exemple, je vais prendre quelque chose qui sort de la santé parce que c'est quand même frappant, mais par exemple, si tu crées un logiciel pour t'aider à classer des curriculums vitae pour embaucher avec des ressources humaines, si tu te fais aider d'une intelligence artificielle, ça peut être super pratique, sauf que ce que tu ne veux pas, c'est créer un biais, par exemple, que tous les hommes roux soient disqualifiés comme de base par ton logiciel, puis non seulement que ça arrive, mais en plus que ça arrive à ton insu, que tu ne saches pas que que c'est ce qui arrive, puis que tu le découvres après coup. Parce que là, tu causes un préjudice à un certain nombre de personnes. Donc, c'est des enjeux qui n'avaient pas vraiment il y a, on va dire, 30 ans, ou qui étaient pour le moins présents. Donc, ça fait partie des défis de la profession, là, d'avoir en tête tous ces enjeux-là, toutes ces contraintes-là, mais ça fait aussi la beauté du travail où est-ce que on est toujours en train d'analyser les projets sur lesquels on travaille, puis on essaie d'optimiser le tout. Je vais enchaîner encore une fois avec une question ici de Paula qui se demande en fait quelles sont les études nécessaires à la profession. C'est quoi la formation nécessaire pour exercer comme ingénieur en informatique? Il y a plusieurs parcours possibles.
typiquement, on va commencer du secondaire. Secondaire, assurément, qui dit ingénierie, dit maths forte, donc les maths les plus difficiles, les cours de sciences, donc chimie et physique. Après ça, rendu au cégep, dans le fond, il y a vraiment 2 parcours. Je vais commencer avec le parcours classique. Dans le fond, on va prendre le parcours préuniversitaire qui est sciences nature. Oui. Puis, je vous recommande chaudement les cours de mathématiques optionnels en fin de parcours que je n'ai pas pris parce que je voulais initialement être médecin. Grave erreur. J'ai fallu que je les refasse à l'université. Ne faites pas ça. Après ça, rendu à l'université, vous allez pouvoir vous inscrire dans une des écoles de génie du Québec, donc soit à l'Université de Sherbrooke, Polytechnique Montréal, l'UQTR, il y a également toute l'Université du Québec, en fait. Et puis, je ne vais pas l'oublier, il y a McGill également. La plupart des universités offrent des programmes de génie. Et puis, vous inscrivez à ces cours-là, puis c'est un bac de 4 ans, contrairement à la plupart qui sont de 3 ans. Ça, c'est le parcours classique. Si vous allez à l'ETS, qui est une école technologique supérieure, il y a beaucoup de gens qui vont faire la technique informatique plutôt, donc qui est un 3 ans au cégep, et qui vont ensuite continuer au bac, donc un 4 ans. Donc, c'est quand même 1 an de plus. Ça revient à peu près au même au niveau des diplômes puis tout ça. Cependant, pour connaître plusieurs personnes qui sont à l'ETS, il y a je pourrais vous dire, il y a beaucoup de gens qui ont fait des techniques à l'ETS, même s'ils peuvent s'inscrire avec un préuniversitaire, alors que, par exemple, à Polytechnique, c'est beaucoup des gens qui ont fait un préuniversitaire. Une fois que vous avez fait tout ça, pour vous inscrire à l'ordre des ingénieurs, ça vous prend, dans le fond, là, avoir complété le bac en génie. Là, vous avez, entre autres, un examen à passer pour l'ordre qui vous fait que vous comprenez, dans le fond, l'éthique de la profession, etc., qui est un examen d'admission. Puis là, vous allez avoir un titre de junior, qui appelle le candidat à la profession d'ingénieur. Vous allez pratiquer pendant un certain nombre d'années. Et puis après ça, vous allez obtenir votre titre senior, qui est le plein titre d'ingénieur. Donc, si je comprends bien, il y a comme 2 parcours là, possibles pour arriver là, au titre d'ingénieur en informatique. Le premier, c'est qu'une fois qu'on a complété son secondaire avec option mathématiques, physique, chimie, on fait sa demande d'admission au parcours général ou collégial en sciences naturelles. Avec option de mathématiques, c'est toujours un plus pour faciliter ensuite. Vous pouvez le faire normalement, puis arrive la dernière session, la 2e année, et là, vous avez des choix entre certains cours, comme par exemple, dans mon temps, c'était chimie organique 2. Faites pas ça, faites le cours de mathématiques. Vous pouvez, là, mais... Gardez en tête les maths, c'est un plus pour votre parcours. Et ensuite, on fait sa demande d'admission au bac en génie informatique, qui est une durée de 4 ans. Puis par la suite, on fait les tests nécessaires là, pour faire partie de l'ordre. Et l'autre parcours aussi au cégep, c'est d'opter pour la technique, qui est une durée de 3 ans. Et ensuite, faire l'entrée à l'université par la passerelle, ce qu'on appelle le DECBac, pour faire son 4 ans d'université. Et puis, il y a une question qui revient souvent, c'est de savoir c'est quoi la différence entre un génie informatique, donc faire une demande d'admission au bac en génie informatique, ou un génie logiciel. Ça revient souvent. OK. Bon, génie informatique. OK. Je vais parler de génie électrique. Dans le fond, initialement, il y a jadis 15-20 ans, le génie informatique n'existait pas. Ce n'était qu'une spécialisation de génie électrique. Donc, génie informatique, avec la demande du marché grandissante, est devenu un programme plein. Et éventuellement, génie logiciel, c'est devenu comme une spécialité de génie informatique. Donc, génie informatique est un peu plus général. Moi, c'est le parcours que j'ai fait. Dans le fond, vous allez considérer beaucoup plus d'électricité, évidemment, dans le cours de génie informatique. Et également, vous allez voir plus de logiciels embarqués. Vous me demandez qu'est-ce qu'un logiciel embarqué? C'est tout ce qui n'est pas dans un ordinateur de bureau ou un portable. Donc, par exemple, le logiciel dans un satellite, dans l'espace, ou dans un avion, dans une automobile, sur un MP3. Donc, il y a beaucoup de considérations plus proches de l'électrique qui sont importantes, comme par exemple, vous savez comme moi qu'un MP3 n'a pas de mémoire infinie comparativement à un ordinateur de bureau. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération quand on crée des applications pour ces systèmes-là. Génie logiciel, ce parcours-là va donner davantage d'importance aux tests logiciels, au cycle de vie de logiciels, donc vraiment dans un cadre d'énormes logiciels, comme par exemple dans la santé, Facebook, etc.
vous pouvez quand même travailler n'importe où avec un ou l'autre des parcours. Là. C'est pas, la plupart des employeurs ne font pas une grande distinction. Et justement, si on parle des employeurs potentiels, quels sont les secteurs d'activité possibles quand on détient notre titre d'ingénieur en informatique? La réponse courte est partout. Là. Je vais faire une distinction, en tout cas, je vais tenter de faire une distinction. Il y a les compagnies qui créent des logiciels, comme par exemple Intégration Santé où je travaille, ou Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc., ou n'importe quelle autre compagnie de logiciels que vous connaissez. Là, ces gens-là vont vraiment développer du logiciel. Donc, c'est des développeurs, des gens qui gèrent des projets de développement. Et après ça, il y a toutes les compagnies qui consomment de l'informatique, qui ont un domaine qui n'est pas l'informatique, par exemple, une usine de pâte et papier, par exemple, ou même un concessionnaire automobile. Ces gens-là vont acheter des logiciels, mais ils vont avoir quand même des besoins de gestion d'informatique à l'interne. Mm-hmm. Ne serait-ce que pour acheter des portables ou s'ils ont des serveurs ou etc., etc. Puis, certaines compagnies comme de taille plus importante vont avoir des équipes informatiques vraiment importantes, comme je pense aux hôpitaux, par exemple. Les hôpitaux développent peu de logiciels, mais ont énormément de besoins de gestion de logiciels à l'interne. Donc, il y a beaucoup de gens spécialisés en informatique qui travaillent dans les hôpitaux. Donc, c'est vraiment les deux types d'employeurs. Vous pouvez à peu près tout faire dans les... Peu importe le parcours que vous choisissez, il existe un peu dans les deux mondes. Ça me fait penser aussi à l'entrevue avec un programmeur qu'on a eu un peu plus tôt là, dans la saison à l'activité Je m'oriente en live. Et puis, je suis curieuse de savoir c'est quoi le point positif ou le plus-value, si je peux dire, de faire de sa profession, l'ingénierie en informatique, plutôt qu'en programmation, par exemple, parce que c'est quand même deux volets qui se ressemblent. Okay. Mais qu'est-ce qui les différencie? Puis, selon vous, c'est quoi l'avantage de faire sa formation comme ingénieur? Dans le fond, quand on fait un programme de génie, jadis, il y avait ce qu'il appelait le tronc commun, qui n'existe plus maintenant. Souvent, c'est réparti à travers le programme. C'est tous les cours de mathématiques et de sciences nécessaires pour devenir un ingénieur. Ces cours-là vont vous donner comme beaucoup de connaissances qui vont être pratiques dans différents domaines. Je pense entre autres à du jeu vidéo. Faire un moteur physique pour un jeu vidéo, si vous n'avez jamais fait un cours de physique, je vous promets que ce sera difficile. Mm-hmm. Les cours dans le fond, également dans certains domaines comme l'aéronautique, comme par exemple les avions, les satellites, le titre de génie va être vraiment apprécié ou souvent nécessaire pour faire le travail. Même chose en biomédical, par exemple. Donc, ça va... je vous dirais au niveau de la connaissance informatique, si je veux être vraiment précis, en génie informatique, c'est des sciences appliquées. Il y a de la théorie, mais c'est très appliqué. En bac informatique, il va y avoir beaucoup de théories, comme des informaticiens théoriciens. Ça va plutôt être ça, leur profil. Mais je ne veux pas généraliser non plus parce que, honnêtement, n'importe lequel des deux peut faire une... Puis par rapport à une technique informatique, là, il va y avoir quand même une différence importante. Je vous dirais, technique informatique, c'est très, très appliqué. Vous allez programmer dans un contexte précis pour faire une application. Dans un bac, que ce soit génie ou informatique, vous allez faire les mêmes cours de programmation, puis après ça, vous allez faire plusieurs années de conception de logiciel. Donc, comment créer un logiciel qui saura passer dans le fond à travers le temps. Donc, l'aspect plus conception, là, c'est vraiment ce qu'on va développer là, oui. au bac, que ce soit en génie ou en programmation. Oui. Mais l'avantage de faire le bac en génie informatique, ben, c'est justement les cours de tronc commun en génie, donc la physique surtout, là, qui peut être super pertinent quand vient le temps d'entrer en emploi. Là. Ça peut servir ces cours-là. Puis, il y a certains secteurs d'activité qui vont demander le titre officiel d'ingénieur là, pour certains mandats. Donc, merci pour les précisions parce que c'est pas toujours évident de bien démystifier toutes ces... Je prendrais peut-être quelques minutes pour discuter des différents plans de carrière qui existent. Oui, certainement. Je pense que ça pourrait être... OK. Dans le fond, vous avez tous déjà entendu parler de sécurité informatique. Ça, c'est un domaine qui est en plein essor actuellement. Donc, c'est possible de se spécialiser vraiment uniquement en sécurité informatique. Donc, après ça, il y a également du développement logiciel. Ça, c'est vraiment plus ce qu'on parlait programmation. Mais même à travers la programmation, vous pouvez, étant donné que les technologies évoluent à une vitesse folle, on peut se spécialiser. Donc, vraiment du développement mobile, comme pour les cellulaires, du développement de jeux vidéo.
des applications web, des logiciels embarqués comme des satellites, etc., etc. Il y a vraiment une panoplie de possibilités. Après ça, si on revient un peu plus à la science, il y a ce qu'on appelle des scientifiques de données. Ça, c'est des gens qui vont trouver des patterns dans les données ou qui vont être capables de faire de l'analyse de données pour découvrir des informations précises. Il y a beaucoup d'appétit en ce moment pour ça dans le marché. Les compagnies d'assurance, entre autres, ont beaucoup de besoins dans ce domaine-là. L'analyse d'affaires, ça, c'est en quelque sorte la personne qui va traduire le besoin du non-informaticien au programmeur parce que malheureusement, c'est très difficile de développer un logiciel vraiment parfaitement selon ce que la personne qui n'est pas en informatique désire. Souvent, il y a un quand je pourrais dire, il y a un décalage assez important. Après ça, il y a tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment un domaine qui est en plein essor également. Donc, possible de se spécialiser là-dedans. Il y a architecture logicielle. Moi, je travaille beaucoup dans ce domaine-là. Ça, c'est comment concevoir des solutions. Donc, c'est pas moi qui vais les développer, mais je vais me préoccuper de toutes les limitations des informatiques et pas informatiques du système pour qu'on ait quelque chose qui fonctionne éventuellement. Aussi, je vais faire de la même façon qu'on fait l'architecture d'une maison, mais l'architecture d'un logiciel va permettre de dire, bon, ben ça, je le mets sur tel serveur, ça, je le cache de telle façon et prendre en considération la sécurité, etc. Mm-hmm. Donc, il y a aussi le domaine de la gestion de projet. L'informatique, c'est quand même pointu. Donc, un gestionnaire, un chargé de projet de façon générale, puis un chargé de projet informatique, ils font un travail similaire, mais le chargé de projet en informatique va avoir beaucoup de connaissances de pointe en informatique pour gérer des problèmes informatiques, malheureusement. Donc, comme vous voyez, ça, j'en ai nommé peut-être, je sais pas, peut-être une dizaine maximum. Il y a vraiment une panoplie de carrières, donc vous ennuierez pas si vous allez dans ce domaine-là. Et comment on fait, en fait, pour explorer ces possibilités de carrière-là? Est-ce que c'est justement abordé au courant de la formation universitaire là, pour un peu pointer là, vers où on souhaite s'enligner pour notre future carrière? En fait, ce qui va arriver durant les 3 premières années de votre bac, vous allez être ce qu'on appelle un généraliste. Vous allez faire un peu de tout. Et puis après ça, c'est à travers vos expériences de travail comme vos stages et vos emplois que vous allez vous spécialiser. Parce que, par exemple, l'intelligence artificielle, quand moi j'étais au bac, c'était beaucoup moins développé. Donc, c'était pas réellement possible de se spécialiser là-dedans. Donc, c'est à travers vos expériences, à travers votre parcours. Puis évidemment, il y a toujours de la formation à côté. Ça, c'est une des choses quand tu es ingénieur, c'est nécessaire de te former constamment pour suivre le marché finalement et suivre les besoins. Donc, c'est possible d'aller acquérir beaucoup de connaissances pour justement se spécialiser dans un domaine ou plutôt rester généraliste. Il y a quand même de l'intérêt pour ça également. Et en terminant, parce que je vois que le temps file, c'est déjà presque la fin de l'entrevue, quels seraient vos conseils pour les jeunes qui auraient un intérêt vers l'ingénierie, plus précisément le génie informatique? Il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Je dirais, quand on est ingénieur, on ne cesse jamais d'apprendre. Donc, c'est vraiment... à travers vos études, vous allez apprendre à vous former, puis c'est ce que vous allez faire tout au long de votre carrière. Donc, ayez pas peur, dans le fond, des défis, puis de dire, est-ce que je vais le faire? Je connais pas ça. Apprendre comment le faire fait partie de résoudre le problème. Donc, sur ces bons conseils de persévérance et de rester curieux, motivé pour pousser plus loin ses connaissances, bien, c'est ce qui met fin à l'entrevue d'aujourd'hui. Vraiment, un énorme merci d'avoir pris un temps pour vous adresser aux jeunes puis de partager votre passion. Vraiment, on sent que vous êtes passionné par le domaine et c'est très inspirant. Donc, un énorme merci encore une fois et les jeunes, bien, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci.